Les objectifs poursuivis dans le cadre de ce webinaire. Ce qu'on veut avant tout, c'est vous soutenir et encourager les milieux à poursuivre leur démarche MAD. On sait que depuis le début de la pandémie, il y a eu des confinements, après ça, il y a eu des mesures de distanciation qui vous ont un peu pris de court, qui ont pris tout le Québec, le monde de court, là. Donc, vous avez peut-être mis en suspens votre démarche, OK? Maintenant, on sent qu'il y a un désir de poursuivre, OK? On le voit par rapport aux commentaires qu'on reçoit. Bien, premièrement, vous êtes 100 à venir à ce webinaire-là. Pour moi, c'est un témoignage que plusieurs personnes qui veulent avoir des réponses afin de poursuivre leur démarche. Donc, ça fait partie de l'objectif de ce webinaire. On veut fournir au milieu des pistes de réflexion, des conseils, des exemples inspirants à privilégier en période de pandémie. Sauf que c'est certain que, lorsque dans le titre, on mentionne qu'on veut vous donner des solutions, on n'a pas la prétention, loin de là, d'avoir toutes les solutions puis tous les exemples qui sont mis en place dans les milieux. Je pense que c'est nouveau pour nous aussi. Il n'y a pas si longtemps, nous aussi, on était en confinement. Et après ça, il y a eu l'été, mais là, on sent que ça reprend et il y a plusieurs personnes tranquillement qui nous acheminent, soit des exemples inspirants ou des trucs ou des choses qu'ils vivent dans leur milieu. Donc, on le prend, ce webinaire-là, avec beaucoup d'humilité. Puis, c'est quelque chose qui est en construction même chez nous aussi, au Carrefour, pour ce volet-là. On veut présenter les outils de consultation du SA, du CDRV. Ce n'est pas tant les outils en tant que tels qu'on veut vous présenter, mais c'est comment peut-être s'en servir dans le cadre de la pandémie. Okay? Les outils vont être disponibles d'ici à peu près 3 semaines. On me dit entre 2 et 3 semaines, d'ici la fin du mois de septembre. C'est des nouveaux outils qui ont été produits par le CDRV. Puis, ils vont être disponibles soit via le SA, le Carrefour. Je dis le SA, là, c'est le secrétariat aux aînés et les formateurs. Puis, on va terminer en se rappelant les rôles respectifs de l'équipe d'accompagnement du Carrefour et du secrétariat aux aînés également. Voilà pour les objectifs. Il y a aussi un élément, ça ne fait pas nécessairement partie de l'objectif en tant que tel, là, mais tout ce que je vais mentionner, pas tout quand même, là, disons que ce webinaire-là c'est basé sur un document qui a été produit par le CDRV qui s'appelle « Les orientations sur les consultations MADA, méthode de consultation en temps de pandémie ». C'est un document que vous avez qui est disponible sur le site du secrétariat aux aînés et également sur le site du Carrefour. Pour ceux qui ne l'ont pas, moi, je vous invite fortement à aller le consulter, aller aller le downloader ou aller le télécharger. C'est ça que je cherchais comme mot, pour pouvoir, puis vous allez voir, vous allez reconnaître beaucoup de contenu que je vais aborder aujourd'hui dans ce document-là. Plan de la présentation, on va faire, d'entrée de jeu, on va faire un bref retour sur la convention signée par les municipalités MRC avec le SA. Okay? Surtout les résultats attendus en lien avec la consultation. Je ne passerai pas en revue toute la convention. Je vais plutôt me concentrer sur ce qui touche la consultation pour se rappeler les obligations qui sont reliées à votre entente avec le secrétariat aux aînés. On va parler également d'échéance de la démarche. Il y a eu l'effet COVID. Hein? Donc, on va regarder de quel impact ça peut avoir, quel impact ça a eu. La consultation des personnes aînées, c'est une étape importante pour cheminer dans une démarche, dans le sens où c'est une étape importante, mais à tout fait pratique, c'est un incontournable. Et on va se rappeler un peu cette importance-là de bien consulter les aînés. Puis après, on va enchaîner avec les orientations, les conseils pratiques, les solutions. Là, on va aller plus dans le concret sur comment on pourrait comment on pourrait poursuivre la démarche là, dans le contexte actuel. Les nouveaux outils de consultation du SA, du CDRV-SA, c'est le CDRV qui les a produits, mais c'est le secrétariat aux aînés là, qui
qui détient les droits de ces outils-là. Il y a la période de questions et d'échanges. Je vais essayer là, de garder à peu près une dizaine de minutes, mais vous êtes conscient qu'on est beaucoup, fait que on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Mais, comme je l'ai dit, on va poser-les dans le clavardage, puis on va s'assurer de faire un suivi à cet effet-là. Bref retour sur la Convention. Ce que dit la Convention à propos des consultations. Ce qu'elle dit, c'est tenir une ou plusieurs consultations publiques par le biais de groupes de discussion, de forums communautaires ou autres méthodes de consultation publique reconnues, comme les sondages, OK, afin de déterminer les besoins spécifiques. Là, le reste, là, puis aussi obligatoirement sur chacun des champs d'action, OK, c'est la fameuse marguerite, les 9 pétales de la marguerite. Donc, il y a quand même une ouverture par rapport aux méthodes qu'on peut utiliser. C'est sûr qu'il y en nomme 3, groupe de discussion, forum et sondage, mais ça ne veut pas dire que la façon de les mener, ces sondages-là, ne peut pas être créatif. Puis la municipalité s'engage à publier un communiqué pour annoncer qu'elle procédera à une consultation auprès de la population. Donc, vous avez à publier un communiqué à cet effet-là. Il ne faut pas l'oublier. Il y en a qui ont pu le faire même avant que tout ça arrive, avant que la pandémie arrive, puis là, bien, que ça a été mis en suspens. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de réactualiser votre publication d'un communiqué pour annoncer qu'il y a une procédure de consultation dans votre milieu. Les documents à transmettre au SA au terme de la démarche, toujours en lien avec la Convention. Il y a un rapport de consultation contenant l'identification de la ou la méthode de consultation que vous avez utilisée, bon, le nombre et le pourcentage de personnes aînées consultées. Tantôt, on verra que ce n'est pas tant le nombre qui est important. C'est sûr que si vous avez 2-3 personnes, mais quand vous êtes dans un nombre qui est quand même relativement respectable, vous allez voir que c'est plus la représentativité des aînés qu'il faut avoir plutôt que le nombre. L'identification des intervenants du milieu, vie des personnes aînées de la municipalité consultée. Donc, tous les intervenants du milieu, bien, pas toutes, excusez-moi, mais les organismes qui œuvrent auprès des aînés, dans le fond. Les principaux constats et enjeux lors de la consultation, puis les copies des invitations publiques aux consultations de la municipalité. Donc, voilà pour ce qui est des documents à transmettre. Ça, si vous lisez votre convention, je répète, c'est simplement un copier-coller de ces conventions-là que j'ai mis dans ce webinaire-là. Vous les avez textuellement dans vos conventions. Maintenant, pour ce qui est de l'importance de consulter pour cheminer dans la démarche. La consultation dans une démarche MADA n'est pas une fin en soi. C'est une étape importante d'une démarche par son approche participative. OK? Donc, c'est une démarche qui suscite la participation citoyenne. C'est même au cœur même des principes qui sont rattachés à la démarche MADA. OK? La participation des aînés eux-mêmes aussi est très présente. Donc, on a des aînés au sein du comité, mais également, il faut aller consulter les aînés sur l'identification de leurs besoins. Bon, il y a plusieurs types d'aînés. Il y a des aînés qui sont peut-être des aînés du grand âge, il y a des aînés qui sont plus vulnérables, il y a des nouveaux aînés. Il y a les aînés qui sont très actifs dans votre communauté. Le but, c'est d'essayer le plus possible de ne pas perdre de vue cette pluralité d'aînés qui sont dans votre milieu. C'est pour mobiliser les personnes aînées, qu'ils fassent partie des solutions, donc c'est le fameux par et pour, qu'il faut également intégrer à votre démarche de consultation ou à tout le moins à votre démarche de MADA. Puis développer des actions et des projets réellement favorables à l'exercice. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre ce que les aînés expriment comme besoin versus ce que vous allez mettre dans votre plan d'action. Donc, il faut qu'il y ait quand même un lien. Donc, il faut que ça vienne du milieu, puis également, il faut que le plan d'action traduise ce que vous avez pu aller chercher dans la consultation. Fait que voilà l'importance. Donc, c'est sûr que la pandémie a perturbé beaucoup de choses, mais ce qu'elle n'a pas changé, c'est l'importance de consulter les aînés. Il y a l'échéancier de la démarche MADA, l'effet COVID maintenant. Vous avez signé à peu près, pas tout le monde qui a signé en même temps, là, mais j'ai mis une date qui rassemble le plus là, de personnes où est-ce qu'ils ont signé la convention. C'est en décembre 2019. Vous avez 24 mois selon la convention pour réaliser la démarche. On est en septembre 2020.
on n'est pas tous rendus à la même étape. Moi, j'ai connaissance de démarches de consultation qui sont à l'étape où est-ce qu'ils doivent former un comité. Ils doivent également produire soit un questionnaire. Ils se posent des questions très différentes qu'une municipalité qui sont rendues à l'étape de distribuer, voire même de compiler des résultats. Des fois, ils se demandent est-ce que les résultats que j'ai faits avant la pandémie sont encore représentatifs aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est nécessaire de repartir avec une consultation? Donc, c'est des questions qui peuvent se poser dépendamment de l'étape où vous êtes rendu. Si on poursuit dans l'échéancier, on a un événement qui va se produire en novembre 2020 qui s'appelle les élections municipales. Ce qui dit qu'à peu près vers le fin octobre, début octobre quand même, il va y avoir la dissolution du conseil municipal. Donc, il n'y a plus aucune décision qui va se prendre. Vous ne pourrez pas arriver et dire ben, je veux faire adopter le projet de politique ou la démarche MADA après cette date. Ça va à tout fin pratique être relégué après les élections. Donc, ce qui vous laisse quand même un horizon de temps de 13 mois. Peu importe où vous êtes rendu, il vous reste à peu près ça, 13 mois, pour réaliser la démarche au complet. C'est faisable, c'est très faisable. OK? C'est sûr qu'il y a tout le temps des impondérables. Pour une MRC, bien, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même plusieurs municipalités qui sont impliquées. Donc, il faut rétablir le rythme dans une démarche de MRC. Donc, ça occasionne également d'autres défis. Il y a toujours la possibilité d'une deuxième vague. Comment ça va se traduire dans la démarche? Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas, mais je pense que ce qui est important, c'est ne pas faire comme si ça n'existait pas, mais c'est de toujours avancer et de poser des gestes concrets qui vont dans le sens de la démarche. Puis, c'est certain que pour ce qui est des parce que le secrétariat aux aînés nous ont également signifié qu'il y avait des demandes de délai qui leur étaient déjà acheminées. Donc, il y en a qui essaient de voir venir le coup un peu plus. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le SA va être très réceptif, mais ça va être des décisions qui vont être cas par cas. Puis, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils nous ont mentionné, c'est que c'est pas nécessaire de tout de suite envoyer votre demande pour prévoir une prolongation. Ils vont être réceptifs à peu près 6 mois avant la date d'échéance. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous démontrez une volonté d'avancer dans la démarche. Et lorsqu'il va arriver le 6 mois, bien, à ce moment-là, ça serait évalué au cas par cas, puis voir comment vous évoluez en fonction de comment vous évoluez dans la démarche. Réussir sa consultation en période de pandémie, comprendre sa réalité, connaître les enjeux. Bon, on est tous conscients maintenant qu'il y a des règles à respecter, des normes. Là, ce que je vous ai mis, c'est 2 liens qui sont, notez-les pas, là, mais de toute façon, c'est une pratique pas notable là, pour l'instant, mais on va vous les transmettre, vous allez les recevoir. Je les ai mis là simplement pour vous dire, pour me rappeler qu'il y a le lien qui va vous amener directement sur le site Coronavirus Québec, qui vous donne c'est plus une vue générale des mesures qu'on doit mettre en place dans le cas de la pandémie, dans les circonstances de la pandémie, mais il y a également un autre document qui s'appelle Questions-réponses coronavirus qui vous donne des questions peut-être un peu plus précises sur ce que vous pouvez vous poser lorsque vous avez à poser un geste de consultation dans votre milieu. Il faut faire attention également que ces normes-là et ces règles-là, ça évolue, ça change. Je ne dirais pas de jour en jour, mais il faut être alerte, puis il faut être capable de... Autrement dit, prenez pas pour acquis ce que vous avez vu il y a à peu près même 2 semaines, puis dire, je vais faire ma consultation en fonction de ces consignes-là. Ça peut avoir changé d'ici là. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est avant de faire la consultation, si vous voulez faire une consultation en présentiel ou peu importe, assurez-vous que les règles qui sont en vigueur lors de la consultation soient respectées. Quelques questions à se poser pour bien connaître sa réalité et ses enjeux. Une première question, c'est quelles sont les étapes franchies à ce jour? Tantôt, je l'ai mentionné, on n'est pas tous rendus à la même étape, mais il faut quand même se faire un peu une rétrospective de quelle étape on a franchie,
pour pouvoir après ça, parce que tout ce que vous avez fait avant la pandémie n'est pas nécessairement acheté aux poubelles. Il faut que vous pouvez ajuster certaines. Si vous avez fait votre questionnaire avant la pandémie, puis vous dites, bien là, la réalité fait en sorte que je dois poser d'autres questions, bien ajustez le questionnaire en fonction de la nouvelle réalité, là. Donc, mais c'est bien de se donner un point de départ sur les étapes qu'on a franchies jusqu'à ce jour. Quelles sont les ressources disponibles? On sait que les ressources humaines, financières sont importantes, mais les ressources technologiques se sont ajoutées un peu aux vérifications qu'on doit faire sur les ressources disponibles, à savoir, est-ce qu'on a des ordinateurs, est-ce qu'on a des bonnes caméras pour animer des rencontres, est-ce qu'on a des bons micros, c'est toutes des considérations, mais la connexion Internet, hein, c'est quand même j'entendais pas plus tard que lundi que dans certains milieux ruraux, ben, la connexion Internet, c'est pas gagné. Donc, faut jouer, il faut considérer ces éléments-là qui sont d'ordre technologique dans la façon qu'on va consulter et dans les moyens qu'on va prendre. Quel est le temps alloué à la consultation? Ça aussi, ça va être important. On a vu que l'échéancier s'est resserré un peu. Est-ce que vous avez de grandes aspirations de consulter? Ça se peut, mais il faut y mettre le temps. Et des fois, puis je le rappelle, la consultation n'est pas une fin en soi dans la démarche. La consultation, c'est un outil qu'on se sert pour bien identifier les besoins dans le cadre d'une démarche MADA. Donc, il ne faut pas sous-estimer le temps, puis aussi, il ne faut pas trop l'échelonner dans la démarche. Il faut quand même avoir un certain équilibre pour ce qui est du temps alloué à la consultation. Quelle est la disponibilité, le niveau de mobilisation du comité de pilotage? Ça aussi, parce que c'est bien beau faire une consultation, mais il y a certaines décisions relatives à la consultation qui doivent être prises en comité de pilotage. Donc, c'est sûr que produire un questionnaire, ça, vous pouvez le faire, mais après ça, il faut le valider, ce questionnaire-là. Il faut voir comment le comité le reçoit. Donc, il faut que vous vérifiez un peu le niveau de mobilisation et de disponibilité. Est-ce que c'est difficile de tenir un comité de pilotage? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que les gens sont disponibles? Donc, ça, c'est des choses à vérifier, des questions à se poser. Quelle est la situation du milieu communautaire? Parce que vous allez avoir à les interpeller, soit pour répondre à un questionnaire qui va leur être destiné. OK? Quand on pense aux organismes qui œuvrent auprès des aînés, donc peut-être une démarche de consultation que vous allez faire auprès d'eux. Mais il y a également, vous allez peut-être vouloir vous utiliser, ou bien, j'aime pas ça le mot utiliser, là, mais utiliser les organismes pour distribuer le questionnaire, pour être partie prenante de cette distribution-là. Donc, de valider la situation du milieu communautaire, parce qu'on sait pertinemment que il y a le milieu communautaire, dépendamment des secteurs dans lesquels ils évoluent, là, ils sont surchargés présentement, là. Donc, il faut juste s'assurer qu'il y a une disponibilité. Puis, je l'ai mis en dernier, mais elle est très importante, c'est de valider la priorité du dossier MADA au sein de la municipalité. On dit toujours qu'il faut qu'il y ait une volonté politique et une volonté administrative de poursuivre. Si, en tant que chargé de projet ou en tant qu'élu responsable ou en tant que directeur du service des loisirs, bien, vous avez de la difficulté à avoir l'aval du conseil, vous avez de la difficulté à avoir cette volonté-là, vous ne sentez pas qu'il y a une volonté, mais tout le reste est difficile après ça à réaliser. Donc, la consultation, c'est difficile, tout devient ardu. Quand vous savez quand vous comprenez que vous avez les élus qui sont derrière la démarche, puis que l'administration également, peut-être pas à varier selon leur secteur d'activité, mais surtout le DG, la direction générale, est derrière vous pour faire la démarche. C'est beaucoup plus facilitant, puis vous mettez une corde à votre arc là, pour la réalisation de la démarche. Voilà pour les questions à se poser. Bon, ça, c'est deux petits commentaires, mais non moins importants. Les personnes, il faut considérer dans une étape de consultation, les personnes aînées ont été éprouvées par la maladie, on le sait, tout le monde le sait, le Québec au complet le sait, et les mesures de confinement. On sait que ça les a touchées directement, plus intensément que nous. Donc, quand on pense aux personnes âgées de 71 ans et plus, ça va-tu se repasser? Ça va-tu arriver comme ça?
On ne sait pas encore, mais on sait que les personnes aînées, lorsqu'on vient avec la consultation, souvent, c'est peut-être pas dans leur priorité, mais c'est comment l'approcher, comment les approcher, comment cette consultation-là peut les aider à bien exprimer leurs besoins, puis qu'après ça, que ça va peut-être, ça va être considéré dans des plans d'action, ou bien ça va faire à tout le moins l'objet d'une réflexion auprès de la municipalité. Bon, je l'ai abordé tantôt, l'inégalité d'accès à Internet et les difficultés dans l'utilisation des outils technologiques. Donc, ça aussi, il faut prendre ça en considération. Ça fait partie d'une lecture que vous devez faire de votre milieu. OK, l'accès à Internet, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les aînés qui ont accès à des ordinateurs, ce n'est pas tous les aînés qui ont accès voire même à Internet. Donc, ça aussi, mais ça, je pense que tous un chacun, là, je pense que vous êtes conscient de ces deux derniers éléments-là. Réussir sa consultation en période de pandémie, bon, je vais rappeler certaines orientations du SA. Vous les retrouvez dans le document que j'ai mentionné en introduction. C'est sûr que le respect des consignes de la santé publique, là, on ne pouvait pas passer à côté. Ça fait partie d'une orientation claire du secrétariat aux aînés. Il y a également visé une bonne représentativité des personnes aînées du territoire, notamment en cherchant à rejoindre de tous les âges et des deux genres. Adapter les modalités de participation aux caractéristiques des personnes aînées, diversifier et combiner les façons des méthodes pour rejoindre les personnes aînées. Ça, on va en parler plus spécifiquement tantôt de ces méthodes-là, donc de varier les méthodes en fonction des objectifs que vous poursuivez, voire même des personnes que vous désirez cibler dans votre consultation. Et il y a toujours l'obligation de couvrir les 9 champs MADA de la Marguerite. Cependant, si vous variez vos méthodes de consultation, ce n'est pas nécessaire de couvrir les 9 champs à toutes les méthodes. Vous pouvez tout simplement dire que j'utilise 3-4 méthodes, puis les 9 champs sont couverts en réunissant ces 3-4 méthodes. On va y revenir un peu plus tantôt, là, mais c'est important de le spécifier d'entrée de jeu. Bon, réussir sa consultation en période de pandémie, conseils pratiques et pistes de solutions. Là, on est plus dans l'ordre, bon, c'est sûr que ça fait partie également là, des orientations, mais on est plus dans l'ordre du conseil pratique. Ce que je dis, c'est que vous n'êtes pas obligé d'innover. Ce qu'on dit, c'est ça. De bonnes vieilles méthodes connues qui sont utilisées auprès des bonnes personnes dans le bon contexte, ça peut donner de bons résultats. Parce que on a vu que certaines personnes essaient d'innover dans la façon de consulter. Oui, on peut innover. Si l'innovation rapporte ses fruits, moi, on n'a rien contre ça. Sauf que des fois, on perd beaucoup de temps à essayer d'innover, à essayer de trouver la meilleure façon. Puis là, bien, le temps étant ce qu'il est, bien, des fois, on passe à côté peut-être on passe un peu trop de temps dans juste le fait de chercher la meilleure méthode. Donc, plutôt que de chercher la meilleure méthode, si vous voyez que ça n'aboutit pas ou qu'il y a de la difficulté, bien, à ce moment-là, rabattez-vous sur des méthodes qui sont éprouvées, mais on va voir tantôt qu'il y a des façons peut-être d'être créatif avec ces mêmes méthodes-là plus usuelles. L'autre, c'est penser accessibilité, et c'est d'autant plus vrai dans la période actuelle, aller vers plutôt que l'inverse. Donc, aller vers les aînés plutôt que demander aux aînés de venir. Donc, ça, c'est quand même un principe important parce que si on dit « Oyez, oyez », on fait une consultation dans le sous-sol du centre communautaire jeudi à 4 heures, je ne sais pas si vous allez avoir une bonne réceptivité puis vous allez avoir quand même un nombre suffisant de participants. Tandis que si vous trouvez des façons créatives d'aller vers les personnes aînées, là, à ce moment-là, je pense que vous pouvez rencontrer vos objectifs de diversification des personnes rejointes, puis du nombre également plus substantiel de personnes que vous pouvez rejoindre. Rendre la démarche visible dans le milieu. Les parcs, la bibliothèque, le réseau cyclable, les pharmacies, les cliniques médicales, sites Internet, page Facebook de la municipalité, rendez-la vraiment visible pour que c'est certain que la visibilité, ben, c'est un prérequis à avoir le plus de monde possible qui adhère à cette consultation-là. Donc, rendez-la visible dans votre milieu. Je le disais
en introduction, miser sur la représentativité des personnes aînées, donc essayer de couvrir un plus grand nombre de réalités possibles dans la vie d'une personne aînée. Les aînés d'un grand âge, les aînés qui ont des difficultés de mobilité, les aînés qui sont isolés. Donc, on sait que c'est difficile, même en période qui on n'est pas en période de pandémie, c'est difficile de rejoindre, mais quand même, ayez ce souci-là d'avoir une représentativité des personnes aînées plutôt que le nombre. C'est certain que le nombre a quand même son importance, là, mais je pense qu'en cette période-là, je pense que la représentativité prend le dessus un peu sur le nombre. Combinez les méthodes en fonction des groupes que vous désirez consulter et des champs d'action à couvrir. Les 9 pétales. Je l'ai mentionné tantôt, on l'a mentionné lorsqu'on parlait des orientations du SA. On va y revenir avec les méthodes, mais ce n'est pas tant de se rabattre sur une méthode comme le questionnaire puis de dire on a consulté. Moi, ce qu'on privilégie, c'est une addition de méthodes, OK? Et cette addition de méthodes-là, doit y aller une étape à la fois. C'est l'autre commentaire ou conseil pratique qu'on donne. C'est allez-y une méthode à la fois afin de vous donner la chance d'ajuster le tir en cours de route. Si vous voyez que le questionnaire, ou vous commencez par un questionnaire, puis vous voyez qu'on n'a pas tout couvert les pétales, ça n'a pas trop répondu, bien, ajustez le tir enfin, en mettant en place peut-être des groupes de discussion virtuels qui vous permettent d'aller compléter les éléments manquants pour ajuster le tir là, sur la couverture des 9 pétales puis des besoins qui sont exprimés par les aînés. Donc, allez-y une méthode à la fois, je viens de le mentionner. Pensez à la compilation et traitement des résultats également. Parce que c'est sûr qu'en additionnant les méthodes, ça ne facilite pas nécessairement la tâche après coup. Il faut que vous soyez en mesure de ramener cette information-là pour qu'elle soit après ça digestible là, pour la traduire en action. Donc, je pense qu'il faut penser que si vous passez un questionnaire, supposons, par SurveyMonkey, c'est facile, la compilation, elle se fait automatiquement. Mais si vous le passez, si vous avez décidé de ne pas aller vers SurveyMonkey, mais vous faites une consultation plus en format papier, mais dites-vous que si vous avez un taux de réponse de 200-300 personnes aînées, là, j'exagère peut-être un peu, mais quand même, ça peut arriver, mais il faut les compiler, ces questionnaires-là, puis il faut les traiter. Donc, ça aussi, c'est important à prendre en considération. Voyez au-delà de la pandémie. Le but, ce n'est pas de faire un plan d'action COVID-19. C'est certain qu'on ne peut pas passer à côté des questions qui sont relatives à la situation actuelle, mais je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin. Il faut que ça ne soit pas comme un questionnaire sur la réaction municipale face à la pandémie. Il faut que ça soit plus un questionnaire sur les besoins des aînés en fonction d'un plan d'action à élaborer pour les aînés. Là, je vais juste regarder le temps. Oh, OK. Réussir sa consultation, là, on va plus parler des méthodes, puis voir qui ça pourrait rejoindre plus spécifiquement, quelques conseils pratiques en lien avec ces méthodes-là, puis les outils. Les outils que je mentionne dans la colonne d'extrême gauche, d'extrême droite, excusez, c'est les outils qui vont être disponibles d'ici là. Il y en a qui le sont disponibles présentement. C'est des outils qu'on a abordés dans le cadre d'un projet pilote. Ils circulent dans le milieu. Il y en a peut-être qui les ont déjà entre les mains, mais sachez qu'il va y avoir une nouvelle version, une version actualisée qui va être disponible d'ici la fin du mois de septembre pour ça, là, pour les références là, auxquelles on fait mention dans le tableau. Donc, c'est certain que plusieurs pensent à faire des sondages numériques. OK, bon, exemple, SurveyMonkey, je pense qu'il s'est défini comme étant une norme, là, mais ça existe. Vous pouvez utiliser d'autres plateformes. Là, on n'est pas là pour identifier une plateforme en particulier. C'est certain que ça vise, on parle des aînés branchés. C'est sûr, tantôt on parlait de l'accessibilité à Internet. C'est sûr que si vous faites juste un sondage sur SurveyMonkey, bien, vous passez à côté d'un grand nombre d'aînés qui ne sont pas branchés, qui ne sont pas à l'aise avec les technologies, qui n'ont pas nécessairement la facilité ou qui n'ont tout simplement pas Internet. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'on mentionne comme conseil pratique d'utiliser toujours en complément d'une autre méthode. OK? Mais lorsque vous pouvez vous en servir, puis que vous vous en servez, essayez de couvrir le plus grand champ d'action possible dans l'utilisation d'un sondage SurveyMonkey. C'est certain que le sondage n'est pas la même chose
qu'une discussion en groupe de discussion. On va moins profondément dans certains aspects, mais quand même, couvrir un plus grand nombre de champs possibles avec des questions bien précises, mais ça peut être assez précieux. Puis après ça, bien, libre à vous de compléter avec d'autres types de méthodes. Miser sur la collaboration des organismes pour distribuer ou à toute fin pratique, pas pour distribuer, excusez-moi parce qu'il est SurveyMonkey, mais pour faire connaître, OK, le sondage. Donc, pour mettre de la visibilité au sondage, parce que c'est sûr que le sondage n'étant pas papier, il fonctionne sur le web, mais à ce moment-là, on peut passer à côté simplement parce qu'il est sur le web. Il y a le sondage papier. OK. Le sondage papier, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre un sondage papier puis on doit le donner. Ça veut dire que le sondage papier peut être également, on peut se servir d'un sondage papier en mode, je dirais, d'accompagnement. Donc, on va vers les personnes. Là, on a noté les personnes de 80 ans et moins, mais on peut s'en servir comme outil d'appoint. On peut aller voir une personne aînée puis l'aider, dans le fond, à compléter le sondage en lui posant la question, en écrivant à sa place ce qu'il veut dire, pas ce que vous pensez, mais ce qui traduit dans ses besoins. Donc, le sondage papier n'est pas simplement un outil qu'on distribue puis qu'après ça, on reçoit. Ça peut être un outil d'accompagnement dans notre façon d'aller vers les personnes aînées pour les consulter. Dans le sondage papier, vous pouvez innover dans la façon également de le distribuer. Il y a un exemple qui nous a été donné pas plus tard qu'hier dans une MRC qu'on pourrait nommer, parce que puis je pense même qu'elle est présente, c'est la municipalité de Charlevoix, non, c'est la MRC de Charlevoix, qui a décidé de distribuer son questionnaire via une entreprise d'économie sociale. OK? Donc, qui œuvre auprès des aînés, qui fait, ben là, je ne sais pas, je n'ai pas été jusqu'à savoir là, quelle nature, qu'est-ce que faisait cette entreprise d'économie sociale-là, mais cette entreprise-là avait des entrées chez les personnes aînées. Fait que, en leur donnant le questionnaire, c'est sûr que ce n'est pas un questionnaire de 20 pages qu'on fait. De toute façon, quand on fait un questionnaire en version papier, on ne fait pas un questionnaire de 20 pages, on fait un questionnaire succinct. Bien, ça permettait également une entrée vers ces personnes-là, puis leur donner la tâche d'aider les personnes aînées. Souvent, c'est des personnes dans ces groupes-là d'économie sociale qui ont des liens privilégiés avec les personnes qu'ils soignent, où ils font l'entretien ménager ou toutes sortes de tâches. Donc, à ce moment-là, bien, puis cette innovation-là, cette façon-là de distribuer, ça peut être traduit dans d'autres façons. Donc, utiliser différents moyens pour distribuer. Pas simplement le mettre sur l'étalage à la bibliothèque, mais qu'il soit présent dans la communauté. Adapter le contenu à la façon de le distribuer. Comme je le dis, si on a une façon plus en mode assisté, bien, c'est sûr que si on a un questionnaire de 20 pages, on va voir qu'il y a une fatigue qui s'installe. Donc, adapter le contenu, ça veut dire réduire un peu le nombre, toujours avoir des questions simples, lisibles et compréhensibles. C'est toujours gagnant. Assurer un suivi, faciliter la réception des questionnaires. Donc, c'est certain que quand on lance des questionnaires que ce soit par l'entremise d'une entreprise d'économie sociale, il faut s'assurer qu'ils reviennent. Donc, essayer de plus facile de faciliter la réception de ces questionnaires-là de façon à ce qu'ils vous reviennent plus facilement puis plus rapidement. Les entrevues individuelles et téléphoniques. Donc, ça, c'est pour les personnes d'un plus grand âge, donc 80 ans et plus. C'est certain que ça peut être, là, j'ai marqué pour rejoindre plus spécifiquement, là, mais dépendamment de la façon que vous voulez articuler votre consultation, c'est pas dit que ça ne pourrait pas être applicable pour les personnes de 80 ans et moins. Là. Je pense que le but là-dedans, c'est de vous donner un enlignement un peu pour savoir vers qui on pourrait se tourner pour utiliser cette méthode-là. Limiter le nombre de sujets à 3. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, je le disais, de ne pas trop surcharger la consultation. Surtout des exemples comme l'habitation, c'est les principaux sujets là, qui vont être présents chez les personnes de 80 ans et plus. C'est l'habitation, le transport parce qu'ils sont isolés, les services de santé, l'aide à domicile. Donc, essayer d'orienter les questions ou la consultation vers ces enjeux-là
auprès des personnes plus âgées en entrevue individuelle. Puis aussi, c'est important d'identifier les bonnes personnes pour réaliser ces entrevues-là. Tantôt, on mentionnait les entreprises d'économie sociale. C'est peut-être des personnes qui ont des liens privilégiés, justement. Avec ces personnes-là, c'est plus facile de créer le contact. Donc, voilà pour les conseils. Bon, attends, j'ai passé rapidement sur les outils d'accompagnement pour vous aider, là, mais les méthodes de sondage, qui est un outil que vous allez avoir, et les groupes de discussion, ce n'est pas dit qu'il faut que vous les appliquiez textuellement, mais vous pouvez puiser, vous en inspirer, puiser dans ces outils-là des éléments d'information ou de contenu que vous pouvez, après ça, utiliser dans les méthodes de consultation. Les groupes de discussion virtuels, ce qu'on voit de plus en plus, hein, il y en a beaucoup. Donc, il faut être prudent quand on les utilise. Vers qui, auprès de qui. Donc, il faut faire attention pour ne pas exclure des groupes. Je pense que ça, c'est très important. On a identifié 2 groupes que vous pouvez rejoindre avec des groupes de discussion virtuels, les organismes et les proches aidants. Donc, ça pourrait être des groupes que vous pouvez facilement rejoindre, ou les aînés qui sont vraiment des aînés autonomes, des nouveaux aînés, ceux qui sont quand même assez à l'aise avec les outils technologiques. Quelques conseils pratiques. Bien, être créatif dans la façon d'animer les rencontres, c'est certain. On n'anime pas une rencontre de consultation en présentiel de la même façon qu'on anime en groupe sur le web, là, sur Internet. Donc, essayez de voir la meilleure façon d'animer, essayez de changer votre façon d'animer également pour pouvoir rejoindre le plus de personnes possible. Puis aussi, il faut penser que c'est souvent après 1 heure et demie, 2 heures de webinaire là, ou de consultation en ligne, puis en virtuel sur Zoom, des fois, on a une fatigue qui s'installe beaucoup plus qu'avec des échanges en présentiel. Donc, ça, il faut prendre ça en considération. Identifier les champs d'action et les questions les plus appropriées. Donc, à une discussion plus en profondeur sur... essayez pas d'aborder les 9 champs, supposons. Là. Ça va être très difficile d'aborder 9 champs de la marguerite sur des groupes de discussion virtuels, à moins que vous en faisiez plusieurs, là. Mais ça peut être ardu, ça peut surcharger la consultation. Demandez pour enregistrer les échanges. Je vous le dis, ça facilite grandement après ça le traitement des informations, parce que souvent, c'est du traitement qualitatif. Hein? Donc, essayez d'enregistrer, demander la permission, tout le moins, là, pour enregistrer les échanges. Puis, définir et faire connaître les consignes de participation à l'avance, comme j'ai fait. Il y a des consignes qu'il faut maintenir, comme éteindre le micro, mais là, si on veut consulter, il faut quand même qu'il y ait un échange. Là. Donc, il y a des consignes pour faciliter, pour optimiser l'expérience avec Zoom. Là. Puis, ce n'est pas tout le monde qui sont à l'aise. Je sais que, bon, on est de plus en plus à l'aise avec ces méthodes-là, mais ce n'est pas tout le monde qui l'est. Des groupes de discussion téléphoniques, ça, on en voit moins. C'est sûr que, bon, le visuel étant absent, c'est moins attrayant, là, mais quand même, pour les municipalités qui n'ont pas accès à des connexions Internet, ça peut devenir quand même un outil à privilégier. Les consignes, c'est même que précédent, là, c'est d'être créatif dans la façon d'animer. Là, c'est encore plus parce que là, il n'y a pas de visuel à l'appui. Donc, c'est plus difficile. C'est certainement moins long. Ça peut être moins long même qu'une discussion en virtuel. Donc, puis essayer de limiter le plus possible. Autant on peut viser en discussion en Zoom une quinzaine de personnes, voire 20. En rencontre téléphonique, là, quand on est 5 maximum, là, ça peut des fois être plus ardu. Des groupes de discussion en personne. C'est sûr qu'il y a les règles de la santé publique à respecter. On l'a mentionné parce que certaines personnes qui le font en respectant les règles de distanciation et tout. Là, on vise plus les organismes qui œuvrent auprès des personnes aînées. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire auprès des aînés, mais quand même, le respect des normes, c'est le prérequis. C'est certain que les discussions en personne cet été, il y a des exemples on est allé à l'extérieur, on a été imaginatif dans l'endroit, hein? On est allé au parc, on a fait ça sur des tables de pique-nique, on a fait des pique-niques, consultations. L'hiver ou l'automne qui arrive à grands pas, ça va être moins tentant
d'aller se réunir ou de réunir un groupe dans un parc. Okay? Donc, on va être plus à l'intérieur. Donc, il faut prévoir des grands espaces. C'est pour ça que 15 personnes, il faut quand même des grands espaces, là, des espaces quasiment pour 50, là, pour réunir 8, peut-être pas 50, là, mais une trentaine de personnes, juste pour réunir 8 personnes, c'est plus ardu. Il n'y a pas tout le monde qui ont les salles pour faire ça nécessairement. Vous avez une dernière méthode qu'on a vue également s'ajouter aux deux autres méthodes. Ça a toujours été présent, moins utilisé. Les boîtes à suggestions. On peut les faire auprès des personnes qui sont les proches aidants ou les personnes aînées en général. Donc, ça permet ça permet pas, c'est sûr que dépendamment comment on oriente la boîte à suggestions, ça le dit elle-même. Hein, la boîte à suggestions, c'est pour donner des exemples d'actions. Ce n'est pas tant pour aller chercher les besoins. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elle doit être utilisée en complément d'une autre méthode. Donc, c'est pas, la personne ne témoignera pas de son besoin dans une boîte à suggestions, ça ne se prête pas. Donc, mais quand même, si vous voulez avoir des idées d'action, bien, ça peut être intéressant. Vous avez des boîtes réelles, des vraies boîtes physiques qu'on installe soit à la bibliothèque, soit à l'entrée d'un groupe communautaire. Mais vous avez également des possibilités de boîtes virtuelles. Je ne suis pas un expert à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a des applications qui peuvent être mises en place. C'est certain que vous avez également Facebook de ce monde, mais il ne faut pas que ça devienne également le seul outil à utiliser là, pour aller chercher l'information sur les besoins des aînés. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec Facebook. Ce n'est pas tout le monde qui veut que ce qu'il dit comme commentaire soit visible également à tout le monde. Donc, essayer de conserver un peu l'anonymat des réponses. Facebook, moi, je suis encore moins expert de Facebook, là, mais quand même, on a vu quand même des municipalités qui utilisaient Facebook là, pour aller chercher une information auprès de sa population. Quelques exemples pour vous inspirer. Je regarde l'heure, on est dans les temps. Quelques exemples pour vous inspirer. J'en ai noté au fil de la rencontre, au fil du webinaire, mais on peut se les rappeler ou compléter avec des nouveaux qu'on mentionne ici. Des rencontres pique-nique, okay, maximum 5 personnes, ça, on a vu ça. Des rencontres individuelles via FaceTime, Facebook aussi. Donc, FaceTime, là, on parle, FaceTime, c'est plus associé à Apple, là, mais des rencontres individuelles, ça, c'est sûr qu'une rencontre individuelle, là, on perd l'effet de groupe. Hein, dans une rencontre, il ne faut pas oublier ça, tantôt j'ai oublié de le mentionner, c'est quand on fait un groupe, souvent le groupe s'alimente un l'autre, puis les personnes, c'est là qu'on appelle ça l'intelligence collective, là, ça ressort. Quand on est en rencontre individuelle, là, on est plus confiné à une opinion, puis l'opinion n'est pas nécessairement partagée par les autres ou n'est pas nécessairement confrontée par les autres. Donc, je pense que ça, il faut y aller avec beaucoup de... faut la compléter avec d'autres méthodes, assurément. Bon, une boîte à suggestions mobile, à vélo. Donc, sur les pistes cyclables. Les pistes cyclables, là, ça a été envahi cet été, peut-être moins, mais encore aujourd'hui, il y a encore du monde qui se promène beaucoup. Hein? Donc, peut-être d'utiliser votre réseau cyclable pour aller vers les aînés, aller vers les personnes qu'on veut consulter. Après ça, la formation d'une escouade mobile cycliste avec des AMM, c'est appareil à mobilité motorisée, c'est les fameux quadriporteurs de ce monde-là. Donc, des escouades mobiles qui peut aller rejoindre les personnes. Souvent, c'est ceux qui ont ça, c'est des aînés eux-mêmes, hein, donc sont impliqués, ils se sentent impliqués, ils vont vers les gens qu'ils connaissent. À ce moment-là, mais il faut faire attention aussi, les méthodes qu'on utilise, des fois, ça crée des biais hein, dans la consultation. Il faut être prudent avec ça. Mais quand même, c'est des expériences là, qu'on a vues, qu'on trouvait intéressantes. Après ça, pour la municipalité, là, plus spécifiquement, là, la municipalité de Saint-Camille-de-Lélie, des sondages téléphoniques ont été réalisés, ainsi que des sondages par envoi postaux. OK, là, on voit quand même, envoi postaux, là, ça fait toujours sursauter un peu, là. Mais quand même, il ne faut pas l'oublier. Il y en a qui sont encore il y en a qui sont plus portés à aller vers la poste que vers l'ordinateur, les réseaux Internet.
Donc, la consultation a été complétée par des entrevues de groupe. Donc, on voit qu'il y a eu un mix d'outils ou de méthodes utilisées dans cette approche-là. Je pense que c'est ce qu'il faut privilégier, c'est ce qu'il faut retenir comme étant des méthodes qui peuvent être porteurs. J'en avais noté quelques d'autres. C'est certain que ce qui est mentionné là c'est ce qu'on a vu même avant la pandémie ou pendant. Donc, c'est assez récent. Ça n'a pas été validé. On n'a pas ça a-tu donné des résultats? On ne le sait pas. On espère que ça donne des résultats. Je pense que les gens ils ont été quand même assez créatifs dans la façon. Mais il faut quand même voir si ça rejoint les objectifs d'une consultation aînée. Ça, quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est certain que les exemples qui ont eu lieu en été, bien, c'est peut-être pas les mêmes qu'on va voir pendant la période estivale, pendant la période hivernale, c'est-à-dire qu'il s'en vient, là, donc le froid s'installant, on ne sera pas porté à aller dehors, comme je l'ai dit. Donc, il faut peut-être qu'il y a d'autres méthodes qui vont s'ajouter. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces méthodes-là, nous, au Carrefour, on essaye de les prendre, puis d'en faire comme une petite banque d'exemples inspirants. Donc, on fait appel à tout le monde pour qu'ils nous envoient les expériences qu'ils vivent, les résultats que ça donne. Ne soyez pas gênés de dire si ça a fonctionné ou pas. Je pense que c'est pour le bénéfice de tout le monde qu'on peut faire ça.